à tous, ravie d'être ici avec vous et avec nos invités pour parler de la création de projets et de la création de projets dans le sport. Cette table ronde s'intitule Comment lancer et faire grandir son projet dans le sport business. Le but de cette table ronde, c'est d'avoir un panel d'invités aux spécialités, aux expertises complémentaires qui pourront apporter leur vision à ce sujet-là. Nous avons des invités en présentiel, un troisième invité qui va arriver en présentiel dans quelques minutes, et aussi une invitée qui est en visio aujourd'hui avec nous. Donc d'abord, je vais laisser nos invités qui sont présents se présenter rapidement, et puis ensuite je donnerai la parole à Barbara Desmarais de Vogo qui est en visio avec nous. Voilà. Louise, si vous... Donc Louise Ferrer, chargée de mission, innovation, expertise filière à l'agence ADOC, qui est l'agence de développement économique de la région Occitanie. Parfait. Henri Maître, donc, multi-entrepreneur dans la conception et la construction de bâtiments et fondateur du Tools Capital Perche. Parfait. Donc bon, moi je suis Frédéric Delage, je suis responsable de la commission sport connecté de la Mêlée. Je travaille aussi dans l'e-sport, je donne aussi des cours et des masterclass dans plusieurs écoles de commerce en France, et j'ai une expérience du sport à l'international, notamment à Londres et aux États-Unis. Donc il y aura Romain Ménil qui va arriver, qui travaille actuellement chez Orange, qui gère le partenariat d'Orange avec la Coupe du Monde 2023 et les Jeux Olympiques Paris 2024, et qui est aussi ancien champion international de saut à la perche. Mais pour commencer cette table ronde, je vais juste faire un focus pour avoir une discussion avec Barbara Desmarais, qui est vice-présidente marketing, communication et fan solution chez Vogo, qui est une entreprise technologique qui crée et qui propose tout ce qui est tablette, vidéo, de retour vidéo, les oreillettes pour les arbitres dans de très nombreux sports, notamment le football et le rugby. Donc voilà, parfait. Barbara, est-ce que vous m'entendez ? Oui, bonjour Frédéric. Parfait, impeccable, merci. Alors, est-ce que, pour commencer cette table ronde, est-ce que vous pouvez présenter Vogo et, suite à la discussion qu'on a eue ensemble pour préparer ce panel, expliquer en fait en quoi finalement, quand une entreprise se lance dans un secteur, finalement l'évolution du marché ou les différentes opportunités font que parfois le business model de l'entreprise évolue aussi avec le temps. D'accord. Bonjour à tous. Désolée de ne pas pouvoir être là en présentiel. Le Covid m'a rattrapée. Donc voilà, je travaille de chez moi et je suis heureuse de pouvoir contribuer à cette table ronde. Donc Vogo, effectivement, comme Frédéric l'expliquait, développe des solutions aujourd'hui vidéo et audio pour les fans et pour les professionnels dans l'événementiel sportif. Et pour répondre à la question de Frédéric, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un bon hors-scène là. Je ne sais pas si c'est dans mon ordinateur ou chez vous. Ça passe bien chez vous ? Oui, c'est bon. Voilà. Okay. Donc en fait, Vogo déjà a été créé par des passionnés de sport, trois ingénieurs amis et passionnés de sport qui sont partis d'un besoin qu'ils ont identifié auprès des fans. En fait, et pour la petite anecdote, eux étaient
sur un match de foot à Montpellier il y a presque 10 ans. Ils étaient dans les tribunes, le match n'était pas incroyable, il faisait pas beau, et en fait ils discutaient et ils ont raté le seul but du match. Et ils se sont dit mais en fait c'est quand même dommage de pas finalement, si on avait été chez nous dans notre salon, on aurait eu le replay de la télé, on aurait eu des angles de vue différents, le ralenti du but, et on aurait peut-être été mieux qu'au stade. Donc ils se sont dit comment pouvoir combiner à la fois l'émotion d'être dans le stade, d'avoir les fans, les gens qui chantent, l'ambiance du stade, et en même temps le confort de finalement ce qu'on peut voir à la télé, c'est-à-dire des angles de vue différents, la possibilité d'avoir des ralentis, etc. Donc c'est sur cette idée que Vogo s'est construite, donc sur un besoin identifié à la fois par des gens qui étaient experts dans la technologie, mais aussi des passionnés de sport, et on est parti là-dessus. Et au départ, donc la société faisait vraiment cette solution vidéo, une application Vogo Sport sur le téléphone portable des gens, et uniquement pour les fans. Et en fait, pour répondre à votre question, on a fait évoluer le business par rapport aux besoins de nos clients. C'est-à-dire qu'au début, on a pas mal travaillé dans le rugby, notamment au MHR, puisqu'on est implanté à Montpellier, donc on est une entreprise locale aussi en Occitanie. Et en fait, la Ligue de rugby est venue nous voir, le médecin de la Ligue de rugby est venu nous voir en disant en fait, le World Rugby nous impose d'avoir une solution vidéo pour nos médecins, pour nous aider dans les protocoles de commotion cérébrale. Est-ce que votre solution que vous avez fait pour les fans, vous pourriez y ajouter quelques fonctionnalités pour qu'on puisse l'utiliser en tant que médecin, en tant que staff médical. Donc ça a été le premier move de Vogo, c'est de passer d'une solution uniquement fan à une solution qui aujourd'hui s'adresse aux professionnels. Donc effectivement, on a fait évoluer les supports. Aujourd'hui, on a des grands écrans, on a des tablettes durcies, on a les médecins qui utilisent cette solution pour les aider à regarder les chocs, à identifier les risques de commotion cérébrale. Donc ça a été le premier move en termes de business model. On est passé d'une solution pour les fans à une solution pour les pros. Quand on a adressé les médecins, derrière, il y a les analystes vidéo qui sont venus nous voir, il y a aussi les arbitres qui sont venus nous voir pour tout ce qui était arbitrage vidéo. Et ensuite, le deuxième move, ça a été de nouveau écouter nos clients qui nous ont dit votre solution vidéo elle est top, mais nous on aurait aussi besoin de communiquer entre nous parce que c'est bien de partager les images, mais il faut aussi qu'on puisse se parler entre les arbitres qui sont au bord du terrain et l'arbitre vidéo qui est dans sa petite salle, ou entre le médecin qui est au bord du terrain et le médecin qui est dans la salle vidéo. Et donc on a compris qu'il fallait qu'on ajoute une offre audio à nos produits vidéo, et c'est comme ça qu'on a racheté la société Vokero en 2019 et qu'aujourd'hui on propose des solutions combinées. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, nos solutions pour les professionnels, que ce soit vidéo ou audio ou combiné, sont une grosse partie de notre chiffre d'affaires par rapport à la solution fan. Donc ça illustre un peu finalement comment on crée une entreprise, et puis après comment on la fait grandir, en s'adaptant au marché, en adaptant les produits aux besoins, et puis en adaptant évidemment les business models qui sont liés à ça. Et aussi une des particularités de Vogo, c'est aussi d'être une entreprise qui ne travaille qu'exclusivement en B2B. Parmi les personnes qui travaillent dans le sport business, peut-être que peu d'entre vous ont entendu le nom Vogo auparavant. Par contre, tout le monde a vu les oreillettes et les tablettes pendant les matchs internationaux. Et en fait, effectivement, ce qui m'intéresse... J'entends ma voix en double. Ce qui m'intéresse effectivement, c'est que peut-être, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça se passe quand on fait des deals avec des fédérations internationales ou des ligues ou des fédérations nationales? Parce qu'effectivement, de ce que j'ai compris de nos échanges de préparation, vous contractualisez quand même avec beaucoup de fédérations internationales. Donc, en termes de business, vous êtes parti au tout début d'un business model avec une contractualisation qui était sur de la fan expérience fan avec les clubs, et vous êtes passé à une contractualisation avec des fédérations internationales ou nationales. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet-là ? Oui, effectivement, nous, notre business, ça a toujours été... Alors, quand on était sur les solutions fans, on va dire qu'on faisait du B2B2C, c'est-à-dire que nos clients, c'était plutôt au départ les clubs,
quelques ligues ou quelques organisateurs d'événements qui voulaient amener une nouvelle expérience pour les fans dans le stade et sur l'événement. Donc, en fait, nos clients, ce sont effectivement ces organisateurs qui ensuite proposent cette offre aux fans. Et de fil en aiguille, effectivement, on a travaillé de plus en plus au niveau des ligues, des fédérations et des grands organisateurs d'événements, parce qu'avec les solutions pro, effectivement, les décisions ne se prennent plus au niveau du club, mais plutôt au niveau de la ligue et de la fédé. Et si je prends l'exemple de nos solutions vidéo, par exemple pour les médecins dans le rugby, c'est un contrat qu'on a avec la Ligue pour le top 14 et la Pro D2. C'est un contrat qu'on a avec la FFR pour les matchs destination, les matchs de tournée d'automne. Ça va être avec la Fédération européenne, le PCR pour les Coupes d'Europe. Là, aujourd'hui, on a aussi beaucoup de contrats autour de la partie audio pour toutes les fédés de football dans le monde. Je pense qu'on doit équiper 95% des matchs de foot au niveau des arbitres et des arbitres vidéo pour l'audio. Et puis là, on a passé une nouvelle étape puisque on contractualise aujourd'hui avec des grandes instances de football. Alors, je n'ai pas le droit de les citer par rapport à nos contrats de confidentialité, mais avec des gros événements qui arrivent là sur la fin de l'année. Pour le coup, sur les solutions fans, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi... suite à la fin du Covid et au retour des spectateurs dans les stades, il y a un regain d'intérêt aussi pour réfléchir à comment on transforme l'expérience des fans et des spectateurs dans les stades. Et donc, on a de nouveau des investissements au plus haut niveau, on va dire, pour pouvoir amener des solutions innovantes, des nouvelles technologies dans les stades. Et là, j'ai envie de dire, en termes de travail et de business, c'est du travail à long terme, parce qu'effectivement, il faut gagner la confiance et il faut, quand on grandit dans une entreprise comme ça, c'est vrai que nous, on a commencé sur des petits événements locaux à Montpellier, puis nationaux en France, et puis on s'est internationalisé. Et il faut quelque part gagner un peu ces lettres de noblesse avant d'arriver à parler à des fédés internationales et à être sur les plus gros événements dans le monde au niveau du sport. Typiquement, des gens comme la FIFA, on travaille avec eux depuis 2018 et petit à petit, on a fait d'abord des petites compétitions U17, U20 et puis maintenant on est sur des choses plus grosses, quoi. Voilà. Oui, et puis c'est vrai que c'est intéressant de voir que finalement il y a encore une nouvelle évolution de l'utilisation de la technologie de Vogo. Frédéric. Pardon ? Ah. Vous m'entendez ? Oui. Vous m'entendez ? Oula, oui, a priori. Ouais. C'est bon ? Ok. Ouais. Donc ce qui est vrai, ce qui est intéressant aussi avec l'évolution du business model de Vogo, c'est qu'au départ c'était un business model fan expérience B2B2C, puis après c'est devenu plutôt B2B, et ensuite avec la nouvelle évolution qu'on voit post-Covid, ça revient avec un besoin vers du B2C ou du B2B2C pour tout ce qui est fan expérience dans les stades. Donc j'ai trouvé vraiment très intéressant de voir que en fait sur le temps, ce qui est important de voir, c'est que vraiment sur le temps, vous pouvez avoir une technologie de départ avec une utilisation de départ. Ça évolue vers un marché plutôt B2B, et ensuite il y a d'autres évolutions qui font que parfois de toute façon la technologie va évoluer, mais qu'après ça peut aussi vous ramener sur une nouvelle utilisation en B2B2C qui n'était pas l'utilisation principale. Donc voilà, donc ça c'était aussi la raison pour laquelle je suis très heureuse d'avoir pu avoir cet échange avec Barbara Desmarais de Vogo. Alors, je crois qu'on l'a perdu, mais du coup, je vais continuer la table ronde avec nos invités qui sont en présentiel. Alors, est-ce que, Henri, vous pourriez nous expliquer d'où est venue cette idée de faire une compétition de saut à la perche, place du Capitole ? Qu'est-ce que vos interlocuteurs au début ont pensé quand vous avez dit bon ok, Toulouse c'est la ville du rugby, ben non, moi en fait je vais faire une compétition internationale de saut à la perche au Capitole. Voilà, comment ça s'est passé ?
Un, deux. Ouais. Bah, ça s'est bien passé. En fait, j'ai aussi défendu le fait que Toulouse était la terre de rugby, mais que c'était bien aussi de faire des choses un peu différentes. Même si j'adore le rugby, je suis partenaire du Stade Toulousain, je suis partenaire de Colomiers, je suis partenaire de Balma. J'adore le rugby, mais l'athlétisme, c'est ma vie. Moi, j'ai, bah voilà, Romain arrive pile poil, parfait. On parle de saut à la perche, Romain, ça t'intéresse? Parfait timing. Ciao. Donc, bah, juste pour me présenter, moi je suis licencié au SATU, qui est le club d'athlétisme toulousain, et puis bah voilà, j'ai dû faire 12 ans de saut à la perche. Je suis toujours licencié, je saute plus, mais pourquoi un meeting de saut à la perche, place du Capitole? Tout simplement parce que quand on fait du saut à la perche, qu'on a une ville avec un emplacement comme ça. D'ailleurs, je crois que c'est Romain qui l'a dit, parce que Romain il est aussi consultant de TV, hein. Il fait plein de choses, hein. Romain, j'ai revu la bande vidéo. Romain disait que c'était le plus beau sautoir du monde, mais c'est vrai que la place du Capitole avec 2 pistes de saut à la perche, les athlètes internationaux, comme ça, en se réveillant le matin, ça fait rêver et on a envie de faire quelque chose, en tout cas de l'amener au bout. Donc voilà, c'est arrivé comme ça. Après, oui, c'est une idée que j'avais eue en 2012. D'ailleurs, Romain était déjà avec moi sur ce projet il y a 10 ans. Ça s'est pas fait parce il faut savoir reculer pour mieux sauter. Ça s'est pas fait parce que le projet a besoin de maturer. Mais il y a 2 ans et demi, quand on est allé voir la mairie et qu'on a présenté le projet avec beaucoup plus d'arguments et beaucoup plus, je dirais, de caution à tous les niveaux, financière, sportive, bah, on a été accueillis à bras ouverts et puis on nous a dit allez-y et go, voilà. Et puis on a juste déroulé ce qu'on avait imaginé et on voit que cette année, avec une belle météo, il y a eu 6000 personnes qui étaient là pendant 3 heures et qui n'ont pas bougé et qui étaient scotchées face au spectacle. Et voilà. Parfait. Et juste en fait, comment ça se passe quand on a un projet de création de compétition sportive sur Toulouse? On prend rendez-vous et on leur explique. D'abord, on fait la recherche de partenaires. D'abord, on va voir, je sais pas, la région, le département, la mairie. Enfin, par quel bout on commence en fait? Bah, en fait, ouais, effectivement, il faut prendre les choses dans l'ordre. Il faut déjà imaginer les choses et puis les structurer sur une chronologie, hein. Donc la première chose, c'est d'exister. Donc, pour exister, il faut avoir un statut, alors juridique, quel qu'il soit, hein, que ce soit alors, en l'occurrence une association, loi 1901, reconnue d'intérêt général pour le sport à but non lucratif. Et donc une fois qu'on existe, qu'on a un statut, et ben on peut voilà, on a un statut juridique, on a un compte bancaire, enfin comme une entreprise en fait, hein. On peut aller voir. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est que pour cet événement, il fallait, je dirais, avoir la crème de la crème dans tous les domaines. Donc on a tenté d'obtenir la crème de la crème dans tous les domaines, c'est-à-dire d'avoir la plus belle place à Toulouse, le Capitole, d'avoir les meilleurs partenaires publics, c'est-à-dire la mairie, la région, le département, d'avoir les meilleurs partenaires privés, mais là c'est un effort continuel et perpétuel parce que tous les ans on change. Et puis d'avoir les meilleurs athlètes internationaux, d'avoir si possible les meilleurs médias pour couvrir l'événement, que ce soit presse, télé, d'avoir les meilleurs consultants de TV, quoi de mieux que Romain qui est un athlète international qui a représenté la France pendant des années, mais je te laisserai te présenter, et puis qui est surtout un local. Donc voilà, en fait, il faut avoir tout ça au départ, et puis après il faut l'enclencher chronologiquement. Donc première chose, aller voir la mairie et dire bonjour, voilà le projet. Est-ce qu'on peut avoir le Capitole, sachant que le Capitole a une place très prisée qui est quasi inaccessible. Donc on nous a dit oui. Et puis à partir de là, on leur a dit écrivez-le nous. Et puis après, avec le petit papier, on a été voir les autres. Et puis après, tout s'enclenche naturellement. Et après, faut juste pas se rater le jour J. Et je crois que c'est ce qu'on a fait cette année. Et derrière ça laisse présager d'autres éditions. Et voilà. Parfait. Et la météo était parfaite cette année, donc voilà, impeccable. Juste en termes de partenariat et de création du projet, combien de temps ça a mis? Est-ce qu'il faut y penser 10 ans à l'avance, 5 ans à l'avance? Là, ça a mis combien de temps? 2 ans, 3 ans? Bon, en fait, ça peut aller très très vite, hein. Ouais. Si je prends, on va faire abstraction de 2012, qui était une tentative, mais dans un autre contexte politique, vraiment dans un autre contexte, voilà, même me concernant. Mais si on prend la première édition qui était l'an dernier,
Je dirais qu'en septembre, on est allé voir la mairie. Et donc de septembre à septembre, on s'est organisé avec 70 bénévoles, avec une équipe, je dirais, resserrée autour de moi. Voilà, en même pas un an, c'est monté, quoi. En fait, quand le concept plaît et qu'il coche toutes les cases, ça peut aller très vite, en fait. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que sur les 2 jours de Capitole Perche, le premier jour, en fait, le vendredi, il y avait une compétition pour les athlètes juniors ou espoirs, je crois, donc les jeunes de la région. Et ensuite, le samedi, il y avait la compétition avec les têtes d'affiche internationales. En fait, d'où est venue l'idée d'avoir vraiment un événement pour tous les athlètes, en fait, et comment ça s'est passé pour convaincre, parce que je suppose que pour avoir des athlètes internationaux, il a fallu convaincre ou fallu discuter avec World Athletics qui sont à Monaco, non? Comment ça s'est passé? Ouais, en fait, c'était aussi dans nos prérogatives, dans notre cahier des charges de base, et c'est comme ça qu'on a aussi convaincu les partenaires publics, hein, donc qui nous ont octroyé des subventions. On leur a dit qu'on voulait couvrir tous les publics, donc c'est-à-dire le vendredi, pour refaire un petit peu le programme sur 2 jours, le vendredi c'est les scolaires, école primaire, 2 classes, l'après-midi c'est les collèges, et tous les ans on change d'établissement. L'après-midi c'est les collèges, 2 classes, et un lycée local. Enfin local, à minima régional, à maxima régional. Voilà, donc transmettre la discipline du saut à la perche, faire des cours d'éducation physique et sportive déportés au Capitole sur des installations où on n'a pas forcément accès dans le milieu scolaire. Donc ça, c'était une de nos premières prérogatives. Deuxième prérogative, la parité. D'ailleurs, je me suis amusé à compter tout à l'heure, on est 50-50 à peu près là aujourd'hui. Donc homme-femme, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres meetings de rue où il y a un sautoir homme, un sautoir femme en Europe. Enfin, en tout cas, j'en ai pas vu. Donc c'était aussi de faire sauter des garçons et des filles avec un prize money, donc c'est-à-dire des récompenses en numéraire équivalentes pour le premier homme et la première femme. Donc en fait, voilà, c'est déjà couvrir le scolaire, ensuite les clubs d'athlétisme, les jeunes licenciés en club, hein, donc les cadets, minimes, juniors, espoirs, Benjamin, le vendredi soir, faire un concours un petit peu mixte où garçons-filles sont mélangés. Et puis ensuite, le samedi, c'est vraiment, on met une barre chez les filles, une barre chez les garçons, ça monte toute la journée. Et donc une centaine de perchistes venus de tous les clubs de France peuvent sauter à la perche sur une compétition homologuée. Et puis l'après-midi, à un moment donné, ça monte tellement haut qu'on s'adresse à un plateau international. Et donc voilà, comme on a eu, quand je parlais de caution au début, il fallait une caution sportive. Donc on avait Valentin et Renaud Lavillenie qui sont quand même voilà, des figures emblématiques du saut à la perche en France et dans le monde, qui avaient aussi validé leur venue, et derrière ça fait venir d'autres perchistes internationaux. Et puis on s'est surtout adjoint les compétences d'un manager qui est le meilleur en France pour aller chercher ce genre d'athlète. Voilà. Du coup, maintenant, je vais laisser la parole à Romain Ménil. Déjà, est-ce que, Romain, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bonjour à tous. Excuse-moi pour le retard, je viens de Bordeaux, donc je suis un Bordelais actuellement. Donc moi, on me connaît beaucoup en tant que perchiste. Voilà, je suis vice-champion du monde du saut à la perche. C'est les époques 2000-2010. Voilà, 4 Jeux Olympiques, plusieurs titres de champion de France. Donc voilà, j'ai un palmarès qui est plutôt pas mal. Moi, je pourrais avoir le 2e ou le 3e de France après Renaud Lavillenie et Jean Gelfion. Et j'ai arrêté ma carrière en 2012 après les Jeux Olympiques de Londres. Et ensuite, effectivement, j'ai fait une reconversion et je travaille actuellement chez Orange en tant que directeur d'un programme d'innovation dans le sport. Parfait. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler plus de cette phase? Quand on a préparé la table ronde, en fait, on s'est dit qu'il n'y avait pas forcément souvent de place ou pas assez de place qui est laissée aux sportifs de haut niveau avec énormément de titres pour s'exprimer sur cette fameuse transition entre la carrière
sportive internationale et la carrière professionnelle dans le civil. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Oui, bien sûr. Alors effectivement, c'est vrai que c'est des sujets qui reviennent en général tous les 4 ans à chaque Jeux Olympiques. On se dit, ah ben tiens, il y a des sportifs, ils vont arrêter leur carrière aux Jeux Olympiques et qu'est-ce qu'ils font derrière ? Donc c'est vrai que c'est une vraie problématique, hein, et c'est pas seulement en France, c'est dans le monde entier. Une carrière s'arrête à peu près à 35 ans. Et qu'est-ce qu'on fait de ces 35 ans jusqu'à la fin de sa vie, en fait, tout simplement. Alors, je dirais qu'il y a déjà... il faut pouvoir continuer à vivre, donc à gagner sa vie. Pas forcément chez certains, chez des footballeurs, c'est pas forcément le cas, mais il faut retrouver un sens à sa vie aussi. Donc voilà, donc c'est vraiment 2 problématiques. Donc moi, dans ma carrière, effectivement, je l'ai commencé ma carrière de haut niveau à Toulouse, parce que j'étais étudiant à l'école d'ingénieur INSA de Toulouse. J'ai eu des horaires aménagés en tant que sportif de haut niveau, ce qui veut dire que dès le départ, maintenant en France, il y a maintenant de plus en plus d'instituts, de facs, d'écoles qui permettent d'avoir des aménagements d'horaires pour les sportifs de haut niveau. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc moi, j'ai fait ma carrière dans ce temps-là. Après, il y a une phase dans sa carrière sportive où on peut se dire, si on décide, comme moi je l'ai fait, de me consacrer à 100% dans le saut à la perche, et de dire, est-ce que je vais être capable de retrouver le vrai monde derrière ? Est-ce que je suis employable ? Est-ce que je suis capable de monter une entreprise ? Donc ça, c'est des questions que moi je me posais et que je pense que la plupart des sportifs se posent. Des fois, n'osent pas trouver des réponses, mais se posent. Voilà, donc il faut trouver un équilibre sur ce sujet-là. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis à 100% pendant mes 4 premières années de carrière, c'est-à-dire de 2001 à 2005, après mes études. Et ensuite, j'ai eu besoin de me mettre sur le marché de l'emploi pour savoir que je pouvais faire autre chose que du saut à la perche. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans avec ce qui s'appelle des contrats d'insertion professionnelle. Donc s'il y a des chefs d'entreprise ici, c'est des choses qui peuvent être faites. Donc embaucher un sportif de haut niveau, il travaille à mi-temps et il a un salaire payé plein temps. Et donc ce qui permet de se dégager du temps pour s'entraîner et le complément de salaire est payé par l'État. Voilà, donc ça c'est bien, ça permet d'avoir un contact. Et ensuite, finalement, moi dans cette carrière, j'avais plus d'épée de Damoclès de cette employabilité. Et j'ai fait comme ça, j'ai continué jusqu'en 2012. Alors c'est vrai qu'on parle d'entrepreneuriat, donc en 2012, à la fin de ma carrière, je me suis posé plein de questions. Est-ce que je me lance en tant que consultant, comme certains l'ont fait, comme mes collègues, comme Stéphane Guégana ou Jean Gelfion, donc consultant évidemment pour la télé et pour autre chose. Est-ce que je lance une marque? Donc je réfléchissais à lancer une marque de boissons plutôt calmantes, à l'opposé du Red Bull. Voilà, c'était des petites idées qu'il y avait. Je sais qu'il y a une marque canadienne qui existait. Donc prendre le prisme du sport par un autre côté. Donc plutôt côté santé, c'est vraiment les tendances qui fonctionnent encore très bien aujourd'hui. Et puis j'avais ce côté effectivement ingénieur en informatique. Est-ce que je reprenais ce créneau-là? Et je dirais pas au hasard des rencontres, mais dans les rencontres, en tant que sportif, mine de rien, il faut aussi être ouvert à plein de choses. Et grâce à mon club, j'ai rencontré des personnes, des chefs d'entreprise, et j'ai rencontré le directeur d'une filiale d'Orange, une filiale de services informatiques, et qui montait une agence sur Bordeaux. Et donc il m'a proposé d'être le commercial de cette agence. Donc je dirais qu'il y avait ce côté sécurité. Quelque part, je rentre dans une filiale d'un grand groupe avec un salaire. Donc moi, par rapport à mon caractère, ça me convenait bien. Ça ne convient pas à tous les sportifs, évidemment. Et ce côté un peu entrepreneurial, parce que c'est une nouvelle agence, il faut aller faire des choses, il faut aller prospecter. Donc il y avait toute cette dynamique en fait, entrepreneuriale qui me gardait. Voilà pour mon expérience. Parfait. Et donc en fait, ce qui est assez ironique, c'est que à la base, en fait, vous n'êtes pas rentré chez Orange pour travailler dans le sport, et pourtant la vie vous a fait revenir vers des projets plutôt lié au sport. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Effectivement, alors pas du tout. Ouais, j'ai décidé de changer du monde du sport. J'avais besoin de sortir un peu de ce monde-là, parce que j'ai fait 15 ans dans le sport de haut niveau, donc découvrir un autre monde. Donc là, c'était vraiment le business informatique d'entreprise, proposer des ingénieurs informatiques dans les entreprises, proposer des services, des logiciels, etc. Et quand Orange a été partenaire des Jeux Olympiques de Paris, je me suis dit, là, j'ai peut-être une opportunité
de revenir un petit peu à mes premiers amours. Et donc j'ai pris cette opportunité, j'ai contacté les bonnes personnes, et c'est pour ça que là j'ai rejoint une entité qui s'appelle Orange Events, qui gère les événements, qui gère des grands événements comme le Tour de France, et qui va donc gérer les événements comme la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques, pour un poste de gestion d'un programme d'innovation. Donc voir sur ces événements-là sur lesquels on est partenaire, quel levier on peut avoir pour créer des innovations dans l'événementiel sportif. Donc peut-être qu'on en parlera un peu plus tard. Ouais. Donc pour ceux qui étaient présents sur la table ronde de tout à l'heure, où il y avait Mélanie Latouche de Caliceo, donc vous pouvez aussi donc avoir des sponsors et des partenaires tels que Orange, qui à la base ne sont pas du tout dans le sport, qui apportent aussi une compétence métier et technique aux organisateurs de grands événements internationaux. Et donc là, dans le cadre d'Orange, c'est tout ce qui est, je suppose, connectivité, 5G oui, c'est technologie au sens large. En fait. Ouais, en fait, alors c'est marrant parce qu'on pense Orange, grands événements et Jeux Olympiques, on parle des choses énormes qui sont très en visibilité. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on fait pour les Jeux Olympiques? On est partenaire premium, donc un vrai partenariat marketing avec de la communication, comme on le voit sur le foot, à la télé, etc. Et puis il y a toute la prestation de service que l'on fait dans ce cadre-là. Et effectivement, c'est tout le renfort de réseau sur tous les stades de France où il y aura des épreuves. Pour transporter les informations évidemment clés des matchs, mais aussi toutes les images. Et là, il y a énormément là c'est en visibilité au niveau mondial, donc il faut avoir la bande passante suffisante pour transporter ces images. Il faut avoir la sécurisation aussi pour transporter ces images. Il y aura de nombreuses attaques. On fait évidemment la téléphonie des organisateurs. Et différentes choses comme ça tournées autour de réseau. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est des choses qu'on faisait déjà sur le Tour de France, souvent liées au partenariat. Et Orange Event, depuis une dizaine d'années, fait aussi ces services-là sur des plus petits salons. Hein. Ça va finalement d'un besoin de connectivité. On amène une box, on tire une fibre la plus proche possible de l'endroit où il y a l'événement, et du coup, il y a une connectivité Wi-Fi, un endroit où il pourrait ne pas du tout en avoir. D'accord, parfait. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que en fait, vous n'allez pas seulement intervenir à Paris même, mais vraiment dans toutes les villes hautes et sur tous les lieux de compétition, en fait. Ouais, c'est ça. Après, comme beaucoup d'entreprises, on a un core business, un cœur de métier, et ce cœur de métier, il faut aller chercher plus loin, s'ouvrir. Donc c'est vrai que nous, on était très réseau. Hein, à la base, c'était la téléphonie. Comment on communique avec les gens? On communique avec le téléphone. Ensuite, on communique avec Internet. Et maintenant, comment on continue à communiquer avec les gens? Comment on fait communiquer un organisateur d'événements avec les visiteurs? Et donc ça va sur le digital. Donc bien sûr, on va sur le digital dans toutes les villes de France, et il y a des domaines aussi qu'on ne pense pas toujours. C'est tout ce qui se passe fan zone. Donc pour le rugby, il va y avoir des fan zones dans les villes hautes, il va y avoir des fan zones ailleurs. Pour les Jeux Olympiques, il va y en avoir encore plus. Alors ça ne s'appelle pas forcément Sam Zone, ça s'appelle Club 2024 ou Village Rugby. Donc là-dessus, il y a plein de choses à faire pour les grands groupes comme nous, il y a plein de choses à faire pour les startups aussi, pour amener des services digitaux, parce que l'événementiel évolue de plus en plus vers de l'hybridation. En fait, on est en physique, comme on le voit là aussi, on est en digital. Merci beaucoup. Maintenant, je vais donner la parole à Louise Ferrer qui travaille chez Adoc Sport. Est-ce que, Louise, vous pouvez nous expliquer votre rôle chez Adoc, quel est le but d'Adoc, et comment vous aidez les entrepreneurs dans le sport sur la région Occitanie? Ok. Donc rebonjour à tous. Adoc, comme je l'ai dit, c'est l'agence de développement économique de la région Occitanie. Donc c'est une agence qui a été créée en 2018 par la région. Elle a pour but d'accompagner toutes les entreprises du territoire, donc sur les 13 départements, à toute étape de leur vie. Donc le sport, c'est considéré par la région comme une filière à fort potentiel économique. Donc c'est pour ça qu'il y a un accompagnement spécifique sur cette filière-là.
Donc on s'appelle Adoc Sport parce qu'on a un incubateur, on a vraiment des accompagnements, enfin des actions spécifiques pour les entreprises. Donc il y a vraiment 2 volets, un accompagnement individuel pour les entreprises et tout ce qui est animation collective. Donc je me permets un peu de rentrer dans le détail pour que vous ayez plus d'infos. Donc pour l'accompagnement, on propose 2 parcours collectifs qui sont un parcours de pré-incubation qui est dédié à 15 porteurs de projets par an. C'est un parcours qui se déroule à peu près sur la période de février à juin. On va accompagner ces 15 porteurs de projets dans la structuration, les aider à se poser les bonnes questions pour créer leur entreprise dans les meilleures conditions. Vous disiez, on se pose beaucoup de questions, donc on essaye de faire ça. On va les aider à construire leur étude de marché, à construire leur prévisionnel, à valider qui vont être leurs cibles clients. Enfin, voilà, on voit un petit peu toutes ces étapes. Donc ça, c'est un des premiers parcours que l'on organise, qui est collectif, qui a des temps avec des consultants lors d'ateliers de formation, mais il y a également tout un côté individuel, donc avec les chargés de mission ad hoc et avec les consultants également. Donc c'est hybride. Et le deuxième parcours collectif que l'on propose, c'est un parcours d'accélération premium, qui est lui un parcours qui est à destination d'entreprises plus matures qui ont 2-3 années d'activité, qui ont besoin de se faire accompagner pour passer une nouvelle étape. Ce parcours, il a 3 ans d'existence. On a voulu le lancer l'année du Covid, en 2020. Il devait être en partenariat avec des clubs professionnels, donc avec... plus particulièrement le Narbonne Volley, l'USAP et le Stade Toulousain, où les entreprises devaient aller dans les clubs pour développer leurs projets et voir si, les tester en tout cas en direct. Bon, vous doutez qu'avec la crise, on n'a pas pu le faire, donc on a transformé ce programme. Et c'est vraiment un parcours qui est sur mesure. On fait un gros diagnostic avec l'entreprise, on lui pose plein de questions. On voit où elle en est aujourd'hui, quelles sont ses futures étapes de développement, et avec elle, on construit un accompagnement. Donc, est-ce que si elle veut partir à l'étranger, sur l'export, on va lui apporter un accompagnement. S'il y a besoin justement de faire évoluer son business model, comme le disait Barbara de Vogo, on peut l'accompagner sur ça. Enfin, on identifie vraiment ce qui est stratégique pour elle, et aujourd'hui, pour passer cette nouvelle étape, quels sont ses besoins. Donc ça, c'est un programme qui est destiné à 12 entreprises chaque année, et la temporalité, c'est de juin à décembre. Donc là, aujourd'hui, il y a des entreprises du territoire qui se font accompagner sur cette thématique. À côté de ces 2 parcours collectifs, on a tout ce qui est l'accompagnement individuel. Donc on rencontre tous les jours des entreprises ou des porteurs de projets qui viennent nous poser des questions pour savoir s'ils peuvent être accompagnés. Donc ça, on le fait au quotidien et on voit en tout cas si on peut répondre à leurs besoins. Et pour le volet animation collective, donc on organise aussi des événements, dont le Sport Up, mais je pense que j'y reviendrai peut-être plus en détail. Et on organise aussi, on a un club d'entreprise, on organise des cafés éco. Donc en fait, c'est des conférences à thématique. La prochaine, par exemple, elle se déroule à Millau le 20 octobre. Et c'est mettre en lien les entreprises du territoire et les clubs sportifs et réfléchir à quelles sont les synergies en fait. Donc voilà un petit peu toutes les actions que l'on peut faire. Parfait. Et donc, si jamais moi ou une autre personne, j'ai un projet et je ne sais pas trop comment me lancer, qu'est-ce que Adoc Sport peut faire pour m'aider ? Et après, souvent, on voit on voit où vous en êtes, si vous êtes déjà accompagné. On balaye un peu tout le projet ensemble. Et après, si on se rend compte qu'il y a besoin d'être mis en relation avec des personnes, on le fait, avec des partenaires. On vous invite à participer à des événements. Si on voit que ça matche avec les programmes, les parcours collectifs dont je viens de vous parler, on vous invite à y candidater, à participer. On s'adapte vraiment à chaque projet. Parfait. Et est-ce que vous avez des exemples d'entreprises maintenant qui ont vraiment décollé, que vous avez accompagné au tout début, puis après au bout de 2-3 ans, et maintenant, ça y est. Oui, du coup, j'ai réfléchi à ça quand on préparait les questions. J'en ai parlé avec mes collègues, puisque on accompagne tous les projets de la région, comme je vous le disais. Moi, je suis basée à Toulouse, mais j'ai également 2 collègues qui sont à Montpellier. On se partage un peu le territoire parce que le but c'est quand même d'aller rencontrer les entreprises et c'est mieux d'être en proximité, même si aujourd'hui avec vu le contexte sanitaire on fait beaucoup de visio. Mais mes collègues elles ont accompagné Hurricane qui organise le FIS par exemple. Au début ils les ont accompagnés sur une étude d'impact. On a accompagné aussi Kinvent, qui
qui développent des techniques pour la rééducation, pour la kinésithérapie. On accompagne, après il y a des gens dans la salle que j'accompagne, que j'ai déjà rencontrés. Il y a Eric qui est là, il y a Arthur de Touch2C et Billink. Après on a nos lauréats du Sport Up de l'an dernier qui sont Hooper, qui développent une lame de course avec du carbone recyclé et pour les personnes qui sont amputées des membres inférieurs. Il y a plein de projets après décoller, comme on dit, le modèle économique qui s'adapte aussi. Donc, mais on essaye de les accompagner au mieux pour qu'elles puissent décoller le plus. Ce qui est vraiment intéressant dans les accompagnements proposés par Adoc Sport, c'est que vraiment ce sont des projets de tout le sport business. Ça couvre aussi des projets en handisport. Ça couvre aussi des projets qu'on pourrait qualifier de niche dans le secteur du sport. Et que vraiment, c'est un accompagnement global sur le projet et qu'il n'y a pas de sélection sur le projet en lui-même, dans le sens où c'est surtout sur la maturité du projet, de ce que j'ai compris, et la motivation et la possibilité à faire croître le projet, et pas seulement juste des projets handisport ou juste des projets dans un sport plutôt qu'un autre. Voilà, et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Oui, tout à fait. Je ne l'ai pas précisé, on est sur tout projet sportif, que ce soit produit et service. Mais également, ça peut être de la fan expérience, du sport santé, du handisport. Ça couvre toute la thématique sport et loisirs outdoor, donc toutes les activités de pleine nature. Donc si vous avez un projet, on a eu un projet sur de l'escalade par exemple, pour reconnaître les parcours, sur la randonnée. C'est sur toutes ces activités sportives et de pleine nature. Et aussi, je sais que très bientôt, début octobre, vous allez organiser le Sport Up Summit à Font-Romeu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, quel est le but, et puis pourquoi c'est un temps fort pour Adoc Sport tous les ans? Alors le Sport Up Summit, c'est un temps fort pour la filière sport de manière générale, pas que pour nous, puisque c'est un événement national. Donc cette année, c'est la 6e édition. Elle se tient le 6, 7 et 8 octobre, donc la semaine prochaine au CNEA, donc le Centre national d'entraînement en altitude de Font-Romeu. Donc c'est vraiment un concours de start-up de la filière sport. On a fait un appel à candidature. Il y aura 30 entreprises et porteurs de projets qui seront avec nous et qui vont se faire challenger pendant ces 3 jours. On va vraiment construire autour de chaque projet une réelle équipe. Ils vont avoir chacun 3 coachs, donc un membre d'un réseau d'accompagnement, un chef d'entreprise et un sportif de haut niveau, ou quelqu'un qui gravite autour du milieu du sport, entraîneur, arbitre, coach, quelqu'un qui travaille dans ce secteur-là. On va vraiment, il va y avoir différents moments, des ateliers de travail, des préparations au pitch. Eux, ils vont pitcher une première fois le vendredi et s'ils sont sélectionnés, ils partent en finale. Mais c'est vraiment sous ce côté-là de concours. Ce qui est super intéressant pour la filière, c'est que il y a 30 candidats, vous avez 90 coachs, donc là déjà présent à Font-Romeu, vous avez 120 personnes. Plus après, évidemment, on propose un temps de conférence le vendredi après-midi. Donc il y a 2 heures de conférence avec un plateau quand même de personnalités qui viennent apporter leur expertise. Donc là, cette année, c'est sur la Coupe du Monde de rugby 2023, la Sportec au cœur de la mêlée. Donc par exemple, pour vous en dire plus sur ce plateau de conférence, on ouvre les conférences par nos 2 vice-présidents de la région qui sont Jalil Belabdillah et Kamel Chibli, qui seront avec Cédric Coll, le directeur du site de Toulouse pour la Coupe du Monde 2023. Il y a également une conférence sur l'innovation au service de la performance sportive et de la protection des athlètes. Donc il y a justement Christophe Carniel de Vogo qui va intervenir. On a également une conférence sur le regard outre-Atlantique et comment, par la Fédération de rugby au Québec, on a une délégation qui vient nous présenter un peu comment eux travaillent sur la performance. Donc le Sport Up, il y a le côté concours, il y a aussi ce côté de conférence. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui sont réunies au même endroit. Donc si vous avez un projet dans le sport, je vous invite à
à suivre cet événement et à y participer parce que ça peut permettre de le faire décoller. Vous allez rencontrer beaucoup plus facilement, que ce soit des partenaires, des fédérations, que ce soit partenaires financiers ou pour après du business plus tard. Mais voilà, c'est pour ça que c'est un événement qui est éphémère, mais en tout cas très important pour la filière. Merci beaucoup. Henri, quand on a préparé ce panel, en fait, on a un petit peu évoqué l'élan qu'amènent les Jeux Olympiques de Paris 2024 dans toute la filière sport français. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus en fait sur éventuellement l'engouement que ça a pu avoir par rapport à Capitole Perche, voilà, le lien éventuel avec Terre de Jeux, le label Terre de Jeux ou pas. Quelle est votre position là-dessus? Oui, c'est vrai qu'on a, on a une chance incroyable de pouvoir vivre ça en 2024. C'est-à-dire que les derniers Jeux Olympiques qui ont lieu en France, c'était en 1924, donc il y aura 100 ans. Donc c'est effectivement une réelle opportunité et un vrai terreau de travail. Donc effectivement aussi quand on a présenté notre projet en 2020, on a expliqué aux partenaires publics qu'on s'inscrivait sur la mouvance des futurs Jeux Olympiques en France. Et faut aussi pas oublier que l'athlétisme reste la discipline reine des Jeux Olympiques. Donc le saut à la perche faisant partie de l'athlétisme, on s'est dit que c'était un bon moyen, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure on parle quand même, il y a une forte ADN rugby, hein, mais c'est normal, on est dans le sud-ouest. On s'est dit que voilà, c'était pour faire rayonner notre territoire. Donc Kamel Chibli est bien au courant parce que gros acteur du projet. Hein, la région est très très bien structurée, la région Occitanie entre Montpellier, Toulouse. Et puis tous les territoires qui composent cette région qu'on a sont très bien structurés avec ADOC, avec des élus qui sont très sensibles au sport et les bases arrières de Font-Romeu. L'accueil des Jeux Olympiques à la région, il est aujourd'hui très très bien anticipé et je pense qu'on a la chance de vivre dans cette région, quoi. Et on sait qu'on va vivre des Jeux, alors soit à Paris pour ceux qui ont la chance d'y être, soit ici, mais en tout cas on aura la chance de partager ces Jeux. Et c'est vrai que Terre de Jeux 2024, qui est un label qui a été créé pour cet événement, moi je peux témoigner, je rencontre quand même des limites en termes d'organisation d'événements. Ce label, il est quand même décerné à des collectivités territoriales, pas à des organismes privés. Et donc dès qu'on commence à avoir du mixte privé-public, comme c'est le cas pour Toulouse Capitole Perche, on commence à avoir je dirais, les limites d'un cadre qui nous dit communiquez pas trop sur Terre de Jeux parce que vous avez beaucoup de partenaires privés, vous avez certes tous les partenaires publics. Donc on arrive sur certaines limites qui, à mon avis, sont un petit peu dommages aujourd'hui et qu'il faudrait peut-être adapter assez rapidement. Voilà. Mais bon, on a les bons interlocuteurs pour faire remonter ces messages. Et il n'y a pas que les collectivités qui peuvent présager des JO. Voilà. Mais en tout cas, c'est une réelle chance d'avoir les Jeux en France, à Paris. Et puis, quand on voit comment c'est organisé avec une cérémonie d'ouverture sur la Seine, enfin, on va peut-être avoir les plus beaux Jeux de l'histoire en termes de retranscription digitale. Oui, effectivement, pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait, ce sera la première fois de toute l'histoire des Jeux modernes, et même antiques, où il y aura la cérémonie d'ouverture qui ne sera pas dans un stade, mais ce sera le long de la Seine. Donc concrètement, vous allez avoir la parade qui va passer, qui va traverser tout Paris, et il y a 600 à 650 000 spectateurs qui sont attendus sur site pour la cérémonie d'ouverture. Donc en termes d'ouverture des Jeux Olympiques, ça va être grandiose. Si le mot grandiose permet encore de dire que ça va vraiment être exceptionnel. Voilà, donc parfait. Romain, est-ce que ce serait possible que vous expliquiez, vous puissiez dire un petit mot sur le challenge Eventech Orange a organisé, parce que je sais que c'est un gros temps fort aussi pour Orange Event, le département dans lequel vous travaillez, et aussi c'est un challenge qui est complémentaire de celui que nous on organise et dont la finale va avoir lieu dans
dans quelques minutes après cette table ronde. Donc juste pour avoir un petit peu plus de détails sur ce challenge et pourquoi c'était important pour Orange de l'organiser. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, effectivement, déjà, si on fait un programme d'innovation, je dirais d'open innovation, c'est pour accompagner en fait, le secteur dynamique en fait, du sport et de la sporttech en France, par nos réseaux, bien évidemment, mais aussi par l'expertise de nos ingénieurs. Si on fait ça aussi, c'est parce qu'on y voit comme un potentiel business plus tard en open innovation avec ces entreprises-là. Donc dans un programme d'innovation, il y a plusieurs grandes étapes. La première, c'est l'exploration. Donc, on va explorer pour voir ce qui existe, ce qui se fait, faire des benchmarks, etc. Et le challenge Eventec était un peu l'aboutissement aussi de cette partie d'exploration, où une fois qu'on a exploré les tendances et les usages, on a lancé ce challenge, en fait, un appel à projet au niveau national, pour voir les entreprises qui pourraient avoir des choses intéressantes pour les prochains gros événements, dont les Jeux Olympiques. Voilà, avec un jury. Et ensuite, là, on va aller on a commencé justement à travailler sur la phase de prototypage et ensuite l'industrialisation qui va nous mener comme ça jusqu'en 2024. Donc c'est assez court. Et dans ce challenge, il y a des lauréats, dont une entreprise toulousaine qui est Touch2C, voilà, qui est là avec Arthur. Et on a une grosse tendance sur les fans en immersion et sur l'inclusion. Voilà, on se rend compte qu'il y avait différents jurys, différents acteurs. Il y avait Paris 2024 en jury, il y avait Orange, il y avait la région, avec Nicolas Misiac, ici de la région Toulouse au numérique. Il y avait Paris 2024, je l'ai déjà dit, Cisco, etc. Et c'est vrai qu'on a vraiment une tendance d'inclusion, RSE, d'environnemental sur le sujet, et on espère qu'on va y aller au bout. Donc nous, maintenant, ce challenge-là, ça permet d'accélérer et ça permet de donner la dynamique, s'engager. Nous, s'engager en tant qu'Orange, les autres partenaires aussi, s'engager et avoir aussi un engagement des startups, parce que maintenant, on va faire des proof of concept. Donc, proof of concept sur des événements, des grands événements. Hein, ça peut être ça peut être la Coupe du Monde de rugby en avant, ça peut être des championnats de foot, ça pourrait être le Capitol Perche. Et donc, on a besoin de l'engagement de ces startups aussi, où là, elles ont une échéance avec nous, elles apprennent à travailler aussi avec des grandes entreprises et pouvoir ensuite arriver sur des grands événements. C'est vrai que c'est intéressant parce que finalement, en termes de temporalité, il y a aussi dans la tech et par rapport aux grands événements internationaux sportifs qui arrivent, une volonté d'itération sur les projets qui vont fonctionner et éventuellement pouvoir les dupliquer sur les dispositifs qui seront mis en place pour la Coupe du Monde de rugby et ensuite éventuellement pour Paris 2024. Donc en termes de temporalité, c'est pas l'un ou l'autre, ou dupliquer, faire tout un travail entier pour la Coupe du Monde de rugby, et après Coupe du Monde de rugby, J+1, après la cérémonie de clôture, terminée, tout le monde s'en va. Non, en fait, c'est ce qui aura fonctionné, sera ensuite réutilisé pour des dispositifs qui sont déjà en train d'être discutés pour Paris 2024. Bien sûr, je parle plutôt au niveau des villes hautes. Bien sûr, il y a un comité d'organisation pour chaque événement. Donc, vous avez France 2023 pour la Coupe du Monde de rugby et Paris 2024 pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et donc, effectivement, eux, ils travaillent de manière totalement séparée et ils gèrent leur événement de manière séparée. Mais par contre, il y a énormément d'acteurs du sport qui sont en train d'avoir des discussions sur ces deux projets-là, puisqu'ils sont partenaires de ces deux projets-là ou parties prenantes. Et donc, en fait, en termes de continuité, de temporalité, il y a les deux discussions qui sont en parallèle, mais parfois, il y a des passerelles. Synergies qui se mettent en place entre les deux, même si c'est vraiment deux événements. Voilà, oui. Et bien sûr que la Coupe du Monde, c'est pas un test pour les Jeux Olympiques, ça n'a rien à voir, c'est vraiment deux événements, mais il y a des belles synergies qui peuvent se mettre en place pour mobiliser tout cet écosystème en fait. Parfait, merci beaucoup. Alors pour la dernière partie de cette table ronde, en fait, j'aimerais savoir si
vous travaillez tous dans le sport maintenant. Si vous aviez des conseils à donner à des jeunes qui souhaiteraient se lancer dans le sport actuellement, ou qui voudraient créer leur business, ou qui voudraient créer un événement, ou qui voudraient participer à l'organisation de grands événements internationaux, ou voilà, soit créer leur entreprise, soit accompagner des porteurs de projets, qu'est-ce que vous leur conseilleriez ? Ou qu'est-ce que vous leur déconseilleriez ? C'est possible aussi, l'un ou l'autre. Alors en tant que sportif, parce que c'est le sport de niveau, c'est aussi de l'entrepreneuriat. Moi je dirais que le premier conseil, c'est de savoir bien s'entourer. C'est réussir à s'entourer des meilleurs et avec le maximum de confiance que l'on peut avoir envers ces personnes. Alors, c'est peut-être un peu bateau, mais c'est vrai que c'est déterminant. Dans le sport de haut niveau, ce qui fait la différence entre le champion et les autres, c'est notamment la confiance le jour J. Donc dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est pareil. Donc savoir s'entourer en confiance, je pense que c'est déterminant. Ça sera mon petit mot. Parfait, merci. Louise ? J'enchaîne, moi je prends la casquette accompagnement, donc je ne peux que conseiller aux gens de se faire accompagner, de ne pas rester seuls. De toute façon, les chiffres le disent, les études de l'INSEE, le taux de pérennité des entreprises accompagnées, il est plus élevé que les entreprises qui ne sont pas accompagnées. Donc le but, c'est de vous aider à monter une entreprise qui soit plus pérenne et durable. Et aussi de se faire entourer dans des réseaux d'entrepreneurs et dans les clusters. En fonction de votre projet, si vous avez un projet vélo, il faut aller voir le cluster Vélo Vallée qui est à l'île Jourdain. Si vous avez un projet sur le surf, il faut aller voir Orosima à Anglette qui travaille sur les sports de glisse. Il faut aller voir l'Union Sport SX, Sportsora, toutes ces entités qui fédèrent le sport. Et il faut s'entourer à aller rencontrer les professionnels qui travaillent dans votre secteur. Oui, et aussi, juste par rapport à l'accompagnement, il y a énormément de programmes d'accompagnement qui sont gratuits pour les porteurs de projets. Ça, je pense... gratuit. Ça n'est pas gratuit. Ça n'est pas gratuit. Tout ce qui est gratuit est en fait pris en charge par d'autres organismes qui sont au-dessus. Mais disons que du coup, c'est des programmes auxquels les porteurs de projets ont accès, puisque en fait, c'est une volonté politique de la part de la région Occitanie d'offrir en fait et de permettre aux porteurs de projets dans le sport de maximiser leurs chances et d'avoir accès à des experts comme Louise pour pouvoir les aider à bien structurer leur business model et que ça fonctionne sur le long terme. Donc voilà, ça c'était une parenthèse que je voulais apporter. Ça n'est pas gratuit. Si c'est la personne qui vient d'être accompagnée ne doit pas payer, mais par contre c'est pris en charge et c'est subventionné par la région. Voilà. Merci. Et vous, Henri, si vous aviez un conseil à donner ? Moi, dans toutes les entreprises que j'ai lancées, qui fonctionnent, j'ai transposé en fait ce que j'ai appris plus jeune dans le sport. Et dans le sport, on a tous eu, je ne sais pas si vous avez tous fait du sport ici en club, mais on a tous eu un coach, des conseils, on s'est tous fixé des objectifs, on a tous raté, on a tous appris de nos échecs, on a tous à un moment donné réussi. Donc voilà, je crois que, en tout cas, par rapport à ce que moi, ce que je connais dans mes entreprises et dans le Toulouse Capital Perche, ce qui est important, c'est de savoir convaincre. Donc pour convaincre, il faut être, je pense, réaliste avec soi-même. Il ne faut pas se mentir à soi-même sur un projet, sinon c'est comme ça qu'on se casse la figure. Mais quelque part, il faut aussi être un peu idéaliste avec les autres. Il faut quelque chose qui est réaliste vers soi-même. Il faut arriver à l'idéaliser pour le rendre le plus entraînant, le plus convaincant possible. Ça, c'est vraiment un exercice qu'il faut arriver à faire quand on veut entraîner des partenaires, qu'ils soient financiers ou autres, avec soi. Et puis pour vendre le projet aussi. Il faut aussi, je crois, comprendre dans quel monde on vit, comprendre l'environnement immédiat. Et je dirais, il y a plusieurs cercles d'élargissement. Si on comprend où est-ce qu'on met les pieds, dans quel monde on vit, je pense qu'on évite des erreurs. On fait d'entrée certains bons choix qui permettent d'aller plus vite. Voilà, et puis bon, vous l'avez dit, savoir s'entourer, c'est très important. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le Toulouse Capital Perche, quand même 70 bénévoles autour de moi et de ceux qui constituent l'association.
Donc après, il faut savoir les entraîner, il faut savoir prendre soin d'eux, il faut savoir les écouter, et il faut pas. Je pense que ce qu'il faut déconseiller, c'est de n'écouter que soi, en fait. Il faut avoir l'oreille de tout le monde, et en fait, dans tout ce qu'on va vous dire, dans le flux d'informations que il va falloir trier. Il y aura des mauvais conseils, il y aura des bons conseils, il y aura des points d'interrogation. Et puis il faut accepter aussi de ne pas maîtriser une certaine partie du projet. Parfait. Sur ces bons conseils, je pense qu'on va clôturer cette table ronde. Je vous remercie beaucoup pour vos contributions. Et puis voilà, place maintenant à la finale et au pitch des 12 entreprises sélectionnées pour le Challenge Innovation Toulouse Terre de Rugby, que la Mêlée, en partenariat avec Toulouse Métropole, le Stade Toulousain et Orange, a organisé, donc pour en fait avoir des solutions et étoffer le dispositif qui sera mis en place dans la ville de Toulouse, hors stade, puisque tout ce qui se passe dans le stade est géré par France 2023. Voilà, pour voir comment sera organisée la Coupe du Monde de rugby à Toulouse. Merci beaucoup. Merci à vous.